Ces présentations vont être faites par leurs architectes respectifs, Salomé Bergsma et Margot Regalia, notamment pour la Maison pour tous de Four. Bonjour à toutes les deux. Enfin, on se dit bonjour, mais on se dit toute la journée. Normalement, on se dit bonjour quand on a une table ronde à un moment précis. Là, c'est vrai que là, on a vraiment la journée ensemble. Donc rebonjour Margot Bergsma et Salomé Bergsma et Margot Regalia. Vous avez cofondé le collectif En dehors des clous. Faites partie de l'équipe initiale qui a cofondé. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Donc, parce que oui, d'ailleurs, si vous voyez dans le programme, ce n'est pas Salomé Bergsma qui est annoncé, mais Mathieu Beau. Et puis voilà, pour toutes les raisons qu'on finit par connaître, et ben finalement, il y a eu des petits changements de dernière minute et on est ravis de vous recevoir, en tout cas, Salomé Bergsma. Donc, vous avez cofondé le collectif En dehors des clous à la sortie de vos études avec 14, puisque vous êtes deux là, 14 autres jeunes diplômés et amis qui souhaitaient s'engager. Là, je reprends la présentation que vous en faites. S'engager et agir face aux enjeux de la construction durable. Donc c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre du Master 1, notre Master 1 à l'école d'architecture de Grenoble. Et donc c'est un projet qui a été réalisé sur l'année 2017-2018, sur une année scolaire, de septembre 2017 à juillet 2018. Donc c'est un projet pédagogique. L'idée étant, donc, je vous ai parlé du Master 1, c'est une thématique qui s'appelle architecture, environnement et culture constructive. Et dans ce master, en fait, il y a toute une thématique autour de la relation avec les cultures constructives locales, avec le lien entre architecture et évidemment culture constructive, et la dimension aussi de l'expérimentation en fait par le faire. Donc on a pu entendre ce matin la mention des grands ateliers, la structure des grands ateliers. Donc on y a beaucoup été pendant notre scolarité notamment. Maintenant ça continue, on y reviendra peut-être après. Et donc ce projet, il a été construit sur une année par 20 étudiants du master, de la conception, avec les rencontres avec les associations, on va dire la maîtrise d'usage, jusqu'à la réalisation et l'aide et la présence sur le chantier des étudiants pour accompagner et suivre le travail des artisans, et notamment ici l'artisan Pizet. Et on va pouvoir détailler tout ça effectivement dans la demi-heure, trois quarts d'heure qui s'annonce. Et tout de même, je note, parce que c'est assez remarquable quand vous parlez d'expérimenter par le faire, dans le cadre d'études d'architecture, de se retrouver à faire un vrai bâtiment, c'est quand même assez étonnant, remarquable, et en tout cas, je crois que vous avez dû plutôt bien apprécier l'exercice. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Et je citais tout à l'heure Marie-Ekis Zalitowski, donc de l'agence d'architecture On-Site, qui étaient donc vos enseignants, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, dans le cadre de ce master, d'accord, et qui vous ont encadré là-dessus, et donc qui ont participé évidemment aussi à la conception. De quelle manière une commande d'un bâtiment, une maison pour tous, une maison associative, se retrouve à faire appel à des architectes certes, mais aussi des étudiants qui sont avec eux? Alors je pense que pour répondre à cette première question, c'est important de repréciser que finalement la demande en fait elle a été faite dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça venait de l'école d'architecture de Grenoble qui a passé un appel à manifestation d'intérêt auprès de communes afin de rentrer dans un cadre pédagogique, et ça je le répète parce que c'est quand même, il faut le dire, un cadre qui est assez spécifique pour le coup. Donc il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé sur la communauté de communes de la CAPI, donc du Nord-Isère, et la commune de Four donc, a répondu avec une réponse favorable et s'est montré assez moteur dans l'idée du processus de conception. Donc là on voit quelques images, là c'est déjà des images chantier, mais je vais déjà revenir sur la phase conception. On a pu rencontrer, donc là c'était le deuxième jour de la rentrée, donc on est vite rentré dans le bain, on a pu rencontrer directement des associations, des habitants, essayer la question de la terre n'était pas du tout évidente dès le début, on n'est pas arrivé en disant on va construire en terre. La question était déjà de confronter le projet aux usages, qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, quels étaient les besoins des habitants et des associations de ce petit village de 500 habitants. Bon, petit village, on ne peut pas trop m'avancer. Et donc, par la suite, on a pu mener finalement des observations et une étude sur le bâti vernaculaire local. Et on s'est très vite rendu compte que la terre, et notamment le Pizet, occupait une place très importante. Une fois qu'on avait fait à peu près toute cette phase, avec des allers-retours
auprès des habitants, afin de prendre en compte en fait leurs réflexions sur les espaces, etc., des allers-retours de plusieurs scénarios. On en est arrivé à pouvoir déposer un permis de construire à peu près en novembre-décembre. Et donc là, commencer plus à rentrer dans les phases dites d'avant-projet et de rencontres en fait avec les bureaux d'études et les bureaux de contrôle. Donc là, je rejoins ce qui a été dit juste avant et l'importance en fait d'être accompagné par des personnes, notamment je pense au bureau de contrôle, qui avaient évidemment bien compris le challenge et qui, de la même manière que dans votre projet, considéraient qu'en fait, ils s'assuraient de la manière dont ça allait être construit et il en garantissait finalement la bonne mise en œuvre et par derrière la stabilité et le fait que ça tienne debout, quoi. Pardon, je vous interromps juste un instant, mais il y a vraiment une spécificité dans votre projet, encore une fois, qui est le fait que vous l'ayez fait, qu'il a été fait ce projet en partie avec des étudiants. Ça, c'est une donnée qui rentrait aussi dans le suivi qu'en faisait le bureau de contrôle, ou alors il y a 2 architectes référents et du coup ça a facilité les choses? Justement, le bureau de contrôle et les bureaux d'études ont été aussi choisis dans leur capacité à vouloir travailler avec des étudiants et être dans une logique de pédagogie et d'apprentissage. Donc c'était vraiment un axe de critères de sélection. C'est intéressant et ça revient du coup pour une autre raison encore. Enfin voilà, c'est d'où l'importance de bien choisir ses partenaires. Et je voudrais rajouter sur le thème de la pédagogie justement, parce que je parlais juste avant des réunions habitantes. Quand on a commencé à évoquer justement cette question du matériau terre, c'était assez intéressant de voir le retour en fait qu'on avait les habitants et finalement l'image de ce matériau dans la population locale, pour qui en fait c'est les fermes, c'est les bâtiments agricoles qui ont plusieurs années maintenant, qui sont pas toujours pas dans des bons états, mais voilà, qui ont vraiment une image agricole et agricole. Et c'est vrai qu'il y a eu justement tout un travail de pédagogie pour se dire finalement, mais cette matière, comment on peut la voir maintenant de manière nouvelle avec grands guillemets et se dire qu'il y a beaucoup de questions sur mais justement on a aussi cette question de on va pouvoir creuser les murs et rentrer dans le bâtiment, la question du matériau, son ressenti, si ça s'effrite, si c'est friable, etc. Et je pense que le travail de pédagogie il est très important, mais pas qu'au niveau de la population, on se rend compte aussi avec les professionnels et nous aussi, enfin je veux dire tout le monde était dans la pédagogie pour le coup. Et évidemment, et d'où l'intérêt aussi de cette journée d'études, encore une fois, pour continuer de développer et de diffuser tous ces savoirs-là. Alors peut-être avançons un petit peu dans la chronologie du projet. Pardon, vous vouliez préciser quelque chose? Non, on est sur un calendrier quand même assez court, hein, puisque vous nous parlez d'une rentrée, donc j'imagine de septembre à octobre, avec un dépôt de permis fin d'année. Donc déjà, c'est quand même un bel effort. La mise en chantier, du coup, a commencé combien de temps après? Alors en fait il y a une partie qui était préfabriquée parce qu'on a fait il y a la construction interne, mais il y a aussi tout ce qui est bois. Il y a une partie, il y a des petits bâtiments à côté qui sont en bois et du bardage en bois brûlé sur ces petites constructions. Et du coup on a commencé en février aux grands ateliers justement à préfabriquer l'ossature dans des petits bâtiments, mais aussi à brûler le bardage et à le mettre à le préparer. Vous dites vous avez fait les 20 étudiants. D'accord, donc en plus de la conception, vous avez participé aussi à la en conception. En fait, l'idée c'était vraiment de concevoir, construire. L'idée des enseignants c'était qu'on fasse un projet entre guillemets de A à Z. Donc bien sûr sur les lots de construction, après sur le chantier on était accompagnés, on était que les petites mains entre guillemets des artisans. Mais sur et même durant toute la phase en fait de conception, on était accompagnés toujours. Mais l'idée c'était vraiment de passer par toutes les étapes pour se rendre compte en fait jusque dans la construction les détails qu'on avait conçus, ce qu'il allait vraiment donner au final et de se rendre compte de l'impact en fait du trait et de tout ça. Donc c'est Alors, continuons et peut-être sur les techniques employées effectivement. Donc là, est-ce qu'on est en train de retrouver un petit peu ce que vous faisiez ce matin avec le petit bâtonnet de bois? Ouais, mais c'est avec un fouloir pneumatique, donc c'est beaucoup plus impressionnant. C'est un fouloir pneumatique, ça permet de passer la manche, enfin la terre dans la manche. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. On a accompagné, on était les étudiants avec Timur Arsène, l'artisan pisé, et on l'a accompagné pour construire l'ensemble de ces murs durant tout le chantier.
Donc, Alors, j'ai pas énormément de photos, hélas, on a eu une difficulté à récupérer les photos du bâtiment construit, je veux dire, mais alors même avec ces images seulement du chantier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu voilà, de ses caractéristiques d'abord en matière de surface, on ne se rend pas forcément compte avec les photos et des usages qui sont proposés ensuite. donc la salle principale, donc c'est une salle principale ainsi que 2 petits bâtiments annexes. Donc c'est 100 mètres carrés de salle principale qui est la salle des associations. Et ensuite, il y avait un petit bâtiment existant sur lequel on est venu réhabiliter en toilette et un bâtiment qu'on est venu créer en stockage. Et en fait, lors de la conception, justement, on s'est séparés en 3 groupes parce que concevoir avant étudiant, c'est énorme. Et du coup, il y avait un groupe qui était sur la partie paysagère, donc vraiment tout l'aménagement de l'espace, parce que du coup, on ne voit pas sur les photos, mais si vous regardez, si vous avez l'occasion de regarder sur Internet, il y a toute une partie gradin, il y a tout un aménagement qui a été pensé. Donc une partie sur le sol, l'aménagement paysager, une partie plus sur la salle et du coup les murs, la conception de la salle où on a entre guillemets mis en place un mur habité, donc toute une paroi où on vient ranger les éléments, les sortir quand on en a besoin. Et ensuite toute une partie des étudiants qui étaient sur la toiture, donc qui a conçu la toiture. Et donc l'idée c'était vraiment de se répartir pour arriver à travailler tout ça. Et alors, est-ce que ce travail de pédagogie qui a évidemment été en œuvre pendant la conception du bâtiment et sa construction, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui, maintenant que le bâtiment est ouvert? Alors, c'est pas anodin, c'est une maison pour tous, donc j'ai dit d'ailleurs peut-être un peu au hasard une maison associative, mais j'imagine que c'est une salle, une salle qui est mise à disposition peut-être pour des activités assez diverses. Est-ce qu'il y a un travail spécifique de valorisation du lieu et de narration un peu de son histoire particulière? Peut-être d'ailleurs que vous en êtes peut-être un peu aussi éloigné maintenant, vis-à-vis d'une certaine manière. Alors au sein de la commune, on n'a pas forcément encore trop de contacts et on sait pas trop, on sait qu'il a très peu été utilisé, pas beaucoup été utilisé ces derniers temps à cause du Covid, voilà. Et puis qu'il y a eu des problèmes, d'assurance je crois, de mise en... Mais après, nous, on essaye, avec Amaco, entre autres, lors des formations que Amaco organise, de faire visiter le bâtiment, justement, pour montrer ce qui peut être fait et en parler de l'histoire et de comment on a conçu et construit le bâtiment. En tout cas, sur la route du retour, allez-y, je vous en prie, Margot, du coup, cette fois. Oui, j'allais dire aussi que du coup, ça a été une année de pédagogie. Cette pédagogie, elle a continué pendant les 2 années qui ont suivi, jusqu'à l'année dernière. Donc toujours dans la même région, il y a 2 autres bâtiments qui ont aussi été construits. Donc un qui utilisait aussi la technique de terre crue torchis, qui est à côté, un clubhouse à la Verpillière, dans la même région, et une extension d'école primaire à Bourgoin-Jallieu, de cantine scolaire, pardon, avec la technique notamment du PIDEL aussi. Toujours avec Marie-Akis Zawitowski. Toujours avec Marie-Akis Zawitowski. Et qui vont prolonger cet enseignement d'année en année C'est l'idée, ouais. C'est super. Puis si ça peut d'ailleurs aussi essaimer un petit peu, c'est vraiment un projet assez passionnant et assez impressionnant en tout cas. Nous-mêmes, peut-être d'ailleurs sur la route du retour, je sais. Voilà, on vient, je crois, d'endroits un peu différents les uns des autres. Alors, je sais pas si on passe par Four, en tout cas, on peut facilement le trouver, ce bâtiment, et au moins aller toucher les murs. Ouais, il faut chercher le stade. Très bien, c'est noté.